Bonsoir et bienvenue dans les débats de la présidentielle, un espace de dialogue, d'échange, de confrontation, un débat de fond entre politiques autour d'un grand thème de société. Au programme ce soir, le financement de la vie politique. L'actualité a été bousculée ces derniers jours, accusations, révélations, valises de billets, commissions occultes. Deux proches du chef de l'État viennent d'être mis en examen. Bref, le temps de la République irréprochable voulue par Nicolas Sarkozy semble être bien loin. D'où cette interrogation: combien de temps encore les affaires de corruption vont-elles miner la vie politique française? Alors pour en débattre avec nous, Elisabeth Guigou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée socialiste de la Seine-Saint-Denis et ancienne ministre de la Justice. Face à vous, Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Ancien ministre de la Défense, vous êtes le président du Nouveau Centre. Et puis pour vous interroger à mes côtés, Luc Bronner, que je salue. Bonsoir. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Le débat est donc vif ces derniers jours autour de ces affaires de corruption et certains parlent peut-être plus qu'ils ne parlaient auparavant. Ainsi, François Bayrou, qui sur France Inter racontait il y a quelques jours comment on lui avait proposé des valises de billets et comment il les avait refusées. Alors première question, Elisabeth Guigou, est-ce qu'on vous a directement ou indirectement déjà proposé une valise de billets? Non. Non. Et vous, Hervé Morin? Eh bien non. Alors, au moment de ce que l'on appelle l'affaire Karachi, pour faire simple, ce sont ces pots de vin qui ont été versés en marge d'un contrat d'armement, dont une partie peut-être, c'est en tout cas l'accusation, aurait financé la campagne d'Édouard Balladur. À l'époque donc où est signé ce contrat, vous étiez, vous, Hervé Morin, conseiller au ministère de la Défense. Est-ce que vous avez suivi cette vente d'armes ? Non, j'ai absolument pas suivi ça. Je m'occupais des relations avec le Parlement et des affaires domaniales. J'ai en revanche suivi de près les questions sur Karachi, puisque j'ai été appelé à de nombreuses reprises à déclassifier des documents. Ça, c'est par Karachi. après. Hein. C'est après, quand j'ai été... Mais alors, à l'époque, parce que vous savez que François Léotard a expliqué oui, quand même que c'est vous qui suiviez au ministère ces contrats d'armement. Oui, François Léotard, j'ai regretté ces propos qui sont indignes et absolument dégueulasses. Disons les mots comme ils sont. Dans cette affaire ont été mêlés des noms de personnes qui, à ma connaissance, ne s'en occupaient pas plus que moi, comme le chef du cabinet militaire, le général Mercier. Voilà, qu'est-ce que je vous dise. J'ai toujours essayé de comprendre pourquoi il m'avait cité dans cette affaire. J'ai toujours pensé que c'était l'histoire de la sulfateuse. En quelque sorte, j'ai pas forcément les mains propres et donc j'essaie d'arroser au maximum pour faire en sorte que je sois tranquille. Alors plus tard, de nombreuses années plus tard, quand vous êtes devenu ministre de la Défense, vous avez eu à traiter de ce dossier Karachi. Enfin, un juge d'instruction vous a demandé de déclassifier des documents. Ces documents, est-ce que vous les avez déclassifiés? Tout d'abord, j'ai été le ministre de la Défense qui a toujours suivi l'avis de la commission chargée de proposer de la déclassification. 100% des documents, c'est la première fois. La deuxième chose, c'est que sur Karachi, j'ai même été à l'origine d'une saisine reconventionnelle ou complémentaire du juge Trévidic. Il m'a saisi un jour de documents et je lui ai fait savoir par mon conseiller juridique, qui est un magistrat aujourd'hui à la Cour de cassation, que j'avais d'autres documents que ceux qu'il me demandait. Donc je lui ai écrit cela. Quoi, ça demande. À la suite de quoi, il m'a adressé un courrier dans lequel qui était avec une saisine extrêmement large. Et pour tout vous dire, donc j'ai moi-même ou mon directeur de cabinet adressé une note à l'ensemble des services du ministère en disant: vous allez ouvrir tous vos placards, vos tiroirs, vous allez faire en sorte que tous les documents possibles et qui pourraient servir à l'instruction puissent être communiqués. Si vous me permettez, je peux terminer peut-être. C'est intéressant. Et comme je voulais avoir la certitude que les documents seraient bien fournis, j'ai demandé à chaque responsable de chaque service du ministère de m'adresser une note en disant: j'ai plus rien d'autre. Pour tout vous dire, j'en ai conservé une copie, je suis parti avec. Et donc, j'ai transmis tout ça au juge Trévidic. Ce que je voudrais dire, c'est que s'il y a eu des rétrocommissions, vous n'aurez jamais ça dans des documents militaires. Tout ça et tous les documents que j'ai pu regarder pour ma connaissance et mon information avant de procéder à la déclassification me permettent de dire qu'il n'y a pas, dans tout ce que j'ai pu lire, le moindre commencement de preuve
de rétrocommission. Il y a, pour moi, enfin, j'en ai souvent parlé avec Bernard Cazeneuve, qui est député de la Manche et que je connais bien pour avoir été très longtemps sur les mêmes bancs de la Commission de la Défense. Je ne pense pas qu'il y ait de lien. Je pense que nous sommes dans une période, entre l'attentat, j'entends, et l'arrêt des commissions. Puisqu'une des hypothèses, c'est de dire l'attentat a été effectué parce que Jacques Chirac a arrêté le versement des commissions et donc il y a d'éventuelles rétrocommissions. Moi, je pense qu'on est dans une période de terrorisme qui frappe à peu près tous les continents et tous les pays et que, voilà, je n'ai bien entendu aucun élément précis me permettant d'en avoir la certitude à 100%, mais vous êtes dans une période troublée où des attentats sont commis un peu Hervé Morin, sur les raisons de cet attentat, juste sur cette affaire de déclassification de documents, Elisabeth Guigou, il y a des députés socialistes qui, pas plus tard qu'hier, ont redemandé la déclassification de ces documents. C'est-à-dire que selon les députés socialistes, tout n'a pas été déclassifié, c'est bien ça ? Bon, on ne peut pas en avoir la certitude, mais il suffit de lire le livre de Bernard Cazeneuve que vous venez, Hervé Morin, de citer il y a un instant, puisqu'il était rapporteur de la commission. C'était pas une commission d'enquête, la mission d'information, car la majorité à l'Assemblée nationale avait refusé qu'il y ait une commission d'enquête. Bernard Cazeneuve montre très bien dans son livre que, bien que vous l'ayez reçu quand vous étiez ministre de la Défense très courtoisement, dans votre bureau, les documents qui lui ont été transmis étaient des documents qu'on trouvait déjà dans la presse. Il y a même une phrase assez drôle dans son livre dans laquelle il dit vraiment, entre le ministère de la Défense et le Quai d'Orsay, on nous donnait des extraits de presse de la presse étrangère. Bon. Il a demandé à plusieurs reprises à ce que le contrat Agosta lui soit transmis. Ça n'a jamais été fait à la mission d'information. Il a demandé si le magistrat avait eu communication de ce contrat. Je ne sais toujours pas ce qu'il en est. Moi, le secret de l'instruction est là. Donc, ce que nous demandons, c'est d'avoir la certitude que tous les documents, je dis bien tous les documents, ont été soit déclassifiés. J'ajoute que c'est assez pitoyable, en effet, de voir Monsieur Léotard vous accuser, vous êtes son ancien collaborateur. Je suis frappée de voir à quel point, dans la majorité actuelle, chacun dans cette affaire essaye d'établir des cordons sanitaires. Luc Bronner du Monde veut vous poser une question. Je veux ajouter une chose. Je veux en faire un préalable à toute notre discussion. Dans cette affaire, je ne m'exprimerai jamais sur des suppositions. Il y a des soupçons. Il y a des choses qui sont établies. Ce qui est établi, c'est qu'il y a eu 11 Français qui sont morts à Karachi début mai 2002. Ce qui est établi, c'est que le ministère de la Défense a constamment privilégié la piste islamiste, vous venez de le confirmer, jusqu'à récemment. Ce qui est établi, c'est qu'à partir du moment où un autre juge d'instruction que M. Bruguière a été désigné, la piste financière a commencé à être explorée et que c'est sur cette piste qu'il faut que nous ayons, non seulement qu'on laisse la justice travailler, mais qu'on lui donne les moyens de pouvoir travailler. Luc Bronner du Monde peut poser une question. Excusez-moi, Hervé Morin, juste question de Luc Bronner et après on vous donne la parole. Martine Aubry a expliqué que pour elle c'était l'affaire la plus grave de la Ve République. Elisabeth Guigou, est-ce que vous partagez cette analyse ? C'est-à-dire que si ce que l'on soupçonne est révélé, est prouvé, est avéré, c'est en effet une affaire d'État comme on n'en a jamais connu, d'abord parce qu'il y a 11 morts, et ensuite parce que on voit très très bien que dans cette affaire, il y a des proches de hauts responsables qui sont vous faites donc bien le lien entre l'attentat de Karachi et les mises en examen de deux proches de l'actuel président de la République. Non, mais ça, les liens entre l'attentat de Karachi et les malversations financières qui auraient pu être les histoires de commission, de rétrocommission, ça n'est pas établi. C'est ce que cherchent, c'est ce que disent les familles des victimes. C'est ce qui, évidemment, c'est là-dessus que des investigations portent. C'est là-dessus qu'il faut avoir le cœur net, car ce qui est établi dans la piste financière, c'est
les comptes de M. Balladur, les comptes de la campagne présidentielle de M. Balladur, vous avez un versement de 10 millions de francs, puis de 3 millions de francs, en espèces de 500 francs, de billets de 500 francs, dont M. Balladur n'a jamais pu justifier la provenance. Ce sont des comptes qui ont été validés par Roland Dumas, ancien président du Conseil constitutionnel. Roland Dumas, ancien socialiste. Qui intervient de pour façon apporter cette précision. Scandaleuse, je le dis ici, par le Conseil constitutionnel de l'époque, hélas présidé par Roland Dumas, alors même que les deux rapporteurs magistrats indépendants avaient dit que rien ne pouvait justifier, qu'il n'y avait aucune pièce justificative, et par conséquent, normalement, le Conseil constitutionnel suit l'avis des rapporteurs. Et il n'aurait pas invalidé ces comptes, puisque les rapporteurs disaient qu'ils ne devaient pas être invalidés. Donc ça, c'est établi. Et la mission d'information de l'Assemblée nationale a eu communication, a vu les rapports des deux rapporteurs. Je voudrais simplement 2 secondes pour répondre à Elisabeth Guigou très courtoisement. Pourquoi les documents n'ont pas été transmis à la mission d'information? Elle le sait, elle a été garde des Sceaux. Parce qu'il y avait eu un détournement de procédure. Il y avait une enquête judiciaire en cours, et comme vous le savez, il ne peut pas y avoir de commission d'enquête lorsqu'il y a une procédure judiciaire en cours. C'est faux. Mais bien sûr que non, c'est le règlement de l'Assemblée nationale. Je vais vous répondre. Donc, très clairement, pour dire les choses telles qu'elles sont, il avait été décidé par l'exécutif que procédure judiciaire en cours, il n'y avait pas de raison de pouvoir détourner le règlement de l'Assemblée nationale et de transformer une commission d'enquête en mission d'information pour qu'elle soit légale ou régulière ou constitutionnelle. Par ailleurs, sur le contrat Karachi, Mme Guigou, ce document, je l'ai transmis moi. J'ai dit au juge Trévidic que j'avais ce document, j'en avais une copie, puisqu'il est détenu, comme vous le savez, par le ministère de l'économie et des finances. Il y en avait une copie à la délégation générale pour l'armement, et ce document, c'est moi qui l'ai transmis au juge. Gilles Leclerc de Public Sénat. Question à tous les deux. Attendez, je veux apporter une précision tout de suite. C'est que à l'époque où Bernard Cazeneuve a demandé à Hervé Morin communication de la copie du contrat, le contrat n'avait pas encore été transmis au juge. Donc les règles, c'est qu'effectivement le Parlement ne peut pas enquêter sur des documents qui ont déjà été transmis à la justice, puisqu'il y a séparation des pouvoirs, mais qu'en revanche, il aurait très bien pu avoir communication de ces documents puisqu'il n'avait pas été transmis au juge. Gilles Leclerc. Une question à tous les deux. L'Élysée hier a communiqué en parlant de manipulation. Quelle est votre réaction? D'abord peut-être vous écoutez, je ne sais pas de quelle manipulation il s'agit. S'il s'agit de la manipulation de la mise en cause de Nicolas Bazir et de Patrick Gobert, merci. Thierry Gobert, c'est pas le même. Thierry Gobert, il n'y a pas de manipulation dans cette affaire. Il y a un juge d'instruction qui fait son boulot et 2 hommes qui sont entendus pour des faits qui leur sont reprochés, notamment parce que des proches ont été amenés à donner un certain nombre d'explications et d'éclairages à la justice. Qu'en revanche, on fasse l'amalgame aujourd'hui entre la mise en examen ou la garde à vue de Nicolas Bazir et Thierry Gobert et la mise en cause du président de la République, là, bien entendu, c'est un amalgame rapide. Alors, juste à propos de cet amalgame ou pas amalgame, le problème, c'est que le juge d'instruction, s'il souhaitait entendre Nicolas Sarkozy, ne pourrait pas le faire aujourd'hui parce que, en tant que président de la République, il est protégé par son immunité. Est-ce que vous, Hervé Morin et Elisabeth Guigou, vous souhaiteriez que ce statut puisse évoluer pour que, dans le cadre d'une enquête judiciaire, on puisse entendre le chef de l'État? J'ai toujours... Pardon, je ne sais pas si vous voulez répondre avant moi. Moi, j'ai été très clair, je l'ai dit à de nombreuses reprises, vous le retrouverez, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. J'ai toujours estimé que le président de la République devait être injusticiable comme les autres avec un certain nombre de garanties. Et donc on peut tout à fait imaginer, pour ne pas avoir des requêtes reconventionnelles et permanentes de juges d'instruction, qu'il y ait un filtre par 2 ou 3 grands magistrats de la République pour, en quelque sorte, valider l'idée que le président de la République, dans des conditions bien entendu particulières, on n'imagine pas qu'il puisse aller dans un tribunal et être entendu comme un juge d'instruction comme les autres, pas un juge d'instruction comme les autres, mais avec un certain nombre de garanties, le président de la République doit pouvoir être entendu par la justice. Madame Guigou, vous êtes d'accord là-dessus? Il faut modifier le statut pénal du chef de l'État, en général? Je pense qu'il faut le faire avec le filtre que dit Hervé Morin, mais il faut le faire pour les actes qui sont détachables de la fonction. Mais je ne veux pas aller trop vite. D'abord, dans cette affaire, le communiqué de l'Élysée, il y a eu violation du secret de l'instruction, parce que comment est-ce que l'Élysée peut savoir que le nom de M. Sarkozy n'est pas cité dans les dossiers judiciaires? L'Élysée affirme que c'est en lisant la presse.
Ah oui. Deuxièmement, on ne peut pas être très formel en lisant la presse. Ils auraient pu dire selon la presse. Donc vous pensez que Nicolas Sarkozy ou ses conseillers ont eu accès au dossier d'instruction? C'est ce que vous nous dites. Je n'ai pas pensé. Je dis, si le communiqué de l'Élysée affirme que le nom de M. Sarkozy n'est jamais cité dans les dossiers, ça veut dire qu'il y a eu violation du secret de l'instruction, qu'ils ont eu accès à ces dossiers en violation du secret de l'instruction. Sinon, comment affirmer ça de façon aussi péremptoire? Deuxièmement, la vraie question qui se pose, c'est, et là je ne veux pas faire de suppositions, parce que c'est vrai qu'il y a des entourages, ce sont des amis intimes de M. Sarkozy, mais ça n'est pas M. Sarkozy. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si M. Sarkozy, lorsqu'il était ministre du Budget dans les années 93-95, a pu connaître de cette affaire. Et là, il faut des réponses claires. Il faut savoir qu'est-ce que le ministère du Budget a connu à la fois du contrat et du versement des commissions, parce que personne ne conteste qu'il y a eu des commissions versées. À l'époque, elles n'étaient pas interdites. Qu'est-ce que le ministère du Budget a forcément donné des autorisations? Deuxièmement, est-ce que le ministère du Budget a autorisé la création d'une société écran au Luxembourg qui s'appelle Hain et qui, d'après... a permis peut-être que les commissions puissent transiter par ce biais-là. Alors, voilà. En attendant la suite de l'enquête Karachi, à ce stade du débat, je vous propose d'écouter une proposition pour rendre plus transparent le financement de la vie politique. Elle est signée Eva Joly. On l'écoute et on revient au débat. Là, nous avons eu une série d'élections. Il y a l'enquête en cours sur le financement de la campagne de Balladur sur 10 millions d'euros. On a vu que la commission de contrôle des financements n'a pas tiqué sur ces 10 millions. Moi, je demande, compte tenu de ces éléments, la mise en place immédiate d'une commission de surveillance en temps réel des campagnes électorales avec pouvoir d'intervention. Je trouve que ça, c'est la conséquence que nous devons en tirer. Aujourd'hui, le contrôle est a posteriori. Nous devions avoir un contrôle a priori ou concomitante avec les élections. Alors Hervé Morin, est-ce que vous êtes d'accord ou non avec cette proposition d'Eva Joly? Ça paraît quand même, quand on l'écoute comme ça, être une proposition de bon sens, non? Très franchement, c'est absolument inutile. Ah. On a tous les moyens pour faire de la politique honnêtement aujourd'hui. On voit avec l'affaire Karachi que quand même le financement de la campagne d'Édouard Balladur, plusieurs années plus tard, pose problème et on se dit que ça n'a peut-être pas été vérifié dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il n'y a pas trop de règles compliquées qui régissent finalement le financement des partis politiques? Attendez, Elisabeth Guigou comme moi avons fait des campagnes électorales, législatives. On est remboursé sur ces frais électoraux. Pourquoi aurions-nous besoin d'argent en plus? C'est une question de vertu et de morale particulière. J'ai été intimement lié à 2 campagnes présidentielles, celle de François Bayrou. J'ai jamais vu un billet de 10 € ou de 50 € traîner à l'UDF. Donc je ne vois pas bien pourquoi on a besoin de modifier les règles. Pour moi, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on a besoin de mettre en place les conditions d'une République irréprochable. Ça ne va peut-être pas parler uniquement de Karachi. Non, mais là c'est sur la campagne présidentielle en cours. Eva Joly propose qu'on change un peu les règles pour rendre plus transparente la vie politique. Sur les campagnes présidentielles. Vous nous dites non, ça ne me paraît pas être la bonne idée. Non, ça ne me paraît pas la bonne idée. On va demander quand même à Elisabeth Guigou si elle, ça lui paraît être une bonne idée, ce type de contrôle. Et puis on vous laisse reprendre derrière Hervé Morin. Elisabeth Guigou. Non, d'abord, je veux dire, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient de dire Eva Joly. D'abord parce que toutes ces affaires font un mal fou à la République, parce qu'on l'entend, hein, on met tout le monde dans le même sac, alors que la très très grande majorité, la quasi-totalité des élus sont absolument irréprochables et que nous avons tous à pâtir justement de ces affaires qui sont absolument détestables. Deuxièmement, il y a des règles. Depuis le début des années 90, le problème, c'est qu'en l'occurrence, elle semble, dans la campagne de M. Balladur, avoir été violée. Donc je suis d'accord avec toutes les propositions
y compris celle d'Eva Joly, s'il s'avère qu'elle peut être opérationnelle, qui puisse accentuer le contrôle sur toutes les campagnes politiques. C'est vrai que pour les législatives, on ne voit pas très bien, mais sur les campagnes présidentielles. Vous dites qu'il faut revenir sur le dispositif des comptes de campagne, y compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Le contrôle des comptes de campagne. Le contrôle des comptes de campagne, non, mais je pense que y compris via le Conseil constitutionnel. Je pense que Eva Joly a un point lorsqu'elle dit que ce serait bien d'accentuer les contrôles, pas simplement... En temps réel, disait-elle. Voilà, pas simplement d'avoir un contrôle a posteriori. Moi, personnellement, je n'y verrai que des avantages. C'est pas ça le sujet. Le sujet, on le voit bien, Elisabeth Guigou l'a évoqué tout à l'heure, c'est la question de la connivence entre les pouvoirs. La question du Conseil constitutionnel en 1995. Comment peut-on valider des comptes de campagne dans lesquels des sommes en espèces non justifiées aussi importantes arrivent? C'est ça. Moi, j'avais été très frappé. Je change de sujet, mais ça montrait à quel point les Français n'avaient plus confiance en nos institutions et notamment en la justice. C'est au moment du déclenchement de l'affaire DSK. Il y a eu des sondages qui ont été effectués où 70% des Français, ou presque, estimaient qu'il y avait une machination judiciaire qui avait été organisée. Et ça prouvait derrière... On n'est pas sur l'affaire DSK, on est sur l'affaire Karachi, et on peut parler de Woerth, etc. Ça démontrait derrière cela qu'il y avait en France le sentiment qu'on ne pouvait pas avoir une machine judiciaire qui soit exempte de manipulation des pouvoirs. Deuxième sujet. En même temps, pour l'opinion, il y a eu une quinzaine de lois votées en 20 ans sur le politique. Et on reste dans le même climat de suspicion générale, avec des difficultés pour les hommes politiques de convaincre de leur bonne foi, finalement. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pourquoi, pour moi, il y a deux aspects centraux et majeurs pour améliorer notre fonctionnement démocratique. Le premier, c'est de créer des règles, de mettre en place des règles extrêmement précises sur le cumul des intérêts privés avec la politique. Il y a tout à faire. On ne peut pas être avocat d'affaires et parlementaire, c'est pas vrai. On ne peut pas être membre... À qui vous pensez en disant ça? Je pense à tout le monde. On ne peut pas. Copé, par exemple. On ne peut pas être... Mais est-ce que vous pensez à Jean-François Copé en disant ça? J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec Jean-François Copé, mais je peux le dire parce que en 2006, si vous voulez que je vous raconte ma vie, en 2006, comme la campagne présidentielle n'était pas forcément aussi évidente, que je n'avais pas envie de revenir dans la fonction publique, je me suis dit, je vais devenir avocat. Donc je suis rentré dans un cabinet d'avocats. Et j'ai constaté que très vite, ça pouvait devenir compliqué. Dieu merci, la campagne présidentielle m'a permis de ne pas exercer mon métier. Mais deuxième sujet, qui pour moi est central, c'est qu'on ne peut pas être membre du conseil d'administration ou administrateur d'une société, elle-même ayant des relations intimes avec l'État. Parce que une partie de son activité est conditionnée à des décisions de l'État. Troisièmement, moi je pense que plus que des contrôles a priori, il faut des règles absolument intransigeantes s'il y a la moindre irrégularité. Et je propose une chose simple, c'est que toute personne condamnée de près ou de loin à un délit politico-financier, appelons ça comme ça, doit être inéligible à vie. Inéligible à vie pour tout type de condamnation, même une condamnation à de la prison avec sursis? Non, non, pas de prison. Quel que soit le mandat. Et quel que soit le mandat, dès lors que vous avez clairement et définitivement été considéré par la justice comme ayant failli à vos obligations, vous devez être inéligible à vie. C'est-à-dire qu'Alain Juppé aurait pu être inéligible à vie. Alors, la France s'en serait remise. Elisabeth Guigou. Non, mais je ne voudrais pas qu'on botte en touche comme ça. Parce que ce qui est très important, si vous voulez, c'est qu'on arrive à sortir de ce climat des affaires qui se succèdent les unes après les autres. Parce qu'on a eu d'abord des ministres dans les gouvernements auxquels vous avez appartenu, on a eu des affaires d'appartements qui avaient été rénovés de façon somptuaire aux frais de la République, on a eu ensuite des utilisations des moyens de l'État, ensuite on a entendu parler de questions de conflits d'intérêts, l'affaire de Karachi, les mallettes africaines, l'affaire Woerth-Bettencourt, l'espionnage de journalistes, en contradiction flagrante avec les deux lois de la République, les arbitrages, l'arbitrage tapis par Madame Lagarde, bref, ça n'arrête pas. Dans la liste, vous oubliez Jean-Noël Guérini, mis en examen pour trafic d'influence. Alors, je vais vous répondre là-dessus.
ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône est absolument détestable. Et sur Jean-Noël Guérini, il est mis en examen, il doit bénéficier de la présomption d'innocence, mais de toute façon... Vous souhaitez qu'il démissionne de la présidence du Conseil général ? Bien entendu que si la justice prouve qu'il a quelque chose à voir dans les affaires de son frère... Mais pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça y est, il s'est mis en retrait, il n'est plus président du Conseil général. Il y a une très grande différence entre cette affaire et celle que je viens de vous citer. C'est que dans celle dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des affaires d'État. Ce ne sont pas des affaires locales, ce sont des affaires d'État où on soupçonne que de hauts responsables ont sciemment violé les lois de la République. Alors il faut en sortir. Elisabeth Guigou, pour moraliser la vie publique et la vie politique, qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Hervé Morin, mais qu'on fait aussi de d'autres personnes, c'est-à-dire que rendre inéligible un élu qui aurait été condamné définitivement. S'il faut durcir... Vous êtes d'accord ou pas? Non mais bien sûr, s'il faut durcir les sanctions, pourquoi pas? Mais ce que je veux surtout, c'est que, vous comprenez, on ne repousse pas la truc en avant. Pour en sortir, il faut que la justice établisse très clairement l'ensemble des responsabilités sur les affaires dont nous parlons aujourd'hui. Et pour ça, il faut que la justice ait les moyens de travailler. Et donc, on doit, dans ces affaires, y compris dans l'affaire Karachi, et moi je ne veux pas parler sur les soupçons ou commenter les soupçons, on doit lever les soupçons. C'est absolument indispensable et par conséquent, il faut que toute la lumière soit faite et que les magistrats, instructeurs indépendants qui se sont vus entravés, parce qu'il y a eu les entraves de communication de documents à la mission d'information, mais il y a eu des entraves par le parquet aux travaux des juges d'instruction, il faut que ça cesse. Hervé Morin, vous avez appartenu à un gouvernement qui a souhaité la disparition des juges d'instruction. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Moi, j'ai toujours été... Écoutez, permettez-moi de vous référer à ce que j'ai toujours dit sur le sujet. J'ai toujours dit que j'étais favorable à un juge de l'instruction. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je n'ai jamais été favorable à la disparition du juge... Mais vous étiez dans un gouvernement qui portait ce projet. Permettez-moi de vous le dire. Je ne suis plus dans ce gouvernement. Et je ne suis pas favorable à cette mesure. Je considère que l'idée que ce soit le parquet qui puisse mener en totalité l'instruction, pour moi, est une mauvaise idée. Sauf si, bien entendu, on a un parquet qui devient indépendant. Et vous souhaitez un parquet indépendant ? Je considère qu'il doit y avoir une politique pénale générale. Et que cette politique pénale générale impose qu'on puisse donner des instructions claires, précises, générales au parquet. Pour moi, la justice trouverait de l'indépendance par la nomination d'un garde des Sceaux qui soit une personne irréprochable, élue à la majorité des 2/3 du Parlement, un garde des Sceaux, élu qui participerait au Conseil des ministres, mais qui serait élu à une majorité qualifiée du Parlement, ou confirmée par le Parlement après sa proposition par le Président de la République, et qui soit en quelque sorte le garant devant le Parlement de l'indépendance de la justice. Une grande figure capable de porter l'indépendance, répondant devant le Parlement, mais présent au Conseil des ministres pour pouvoir défendre un budget de la justice dont tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est indigne d'une grande démocratie. Alors, il nous reste quelques minutes, 8 minutes. On va passer à des questions d'actualité. D'abord, Elisabeth Guigou, vous voulez sur ce point répondre à Hervé Morin. Faites-le s'il vous plaît brièvement, et puis après, on passe à quelques autres questions d'actualité. C'est très important. Hervé Morin a appartenu à des gouvernements qui, non seulement, et il a été soumis à l'autorité d'un président de la République qui a voulu supprimer le juge d'instruction, de façon vraiment très catégorique. Deuxièmement, il a appartenu à des gouvernements qui n'ont cessé de donner des instructions au parquet, c'est-à-dire au procureur, dans des affaires individuelles, qui continuent d'ailleurs à orienter la justice comme ça, à faire durer indéfiniment les enquêtes préliminaires, comme on l'a vu dans l'affaire Woerth-Bettencourt, jusqu'à ce que le scandale soit tellement énorme qu'on désigne enfin un juge d'instruction indépendant. Donc, Monsieur Morin, vous ne pouvez pas, vous avez été complice de tout ça. Et on ne peut pas botter en touche. Vous n'avez pas été dans le gouvernement de François Mitterrand, des cabinets noirs, des écoutes téléphoniques, vous ? Écoutez, c'était dans une autre période. Quand j'étais garde des Sceaux, et en responsabilité, jamais je n'ai donné d'instruction individuelle. J'ai même proposé. Sur les écoutes de l'Élysée, j'ai même proposé. Vous êtes ému à l'époque ? J'ai même proposé.
Et si vous croyez que c'est un argument, ça... Non, mais écoutez, c'est le même que celui que vous venez de me servir. Alors, il y a 20 ans, de vous le dire. Il y a 20 ans, avant les lois... Pour faire peut-être sur les partis la transition, justement. Sur ce point... Alors, vous venez d'avouer que vous... Non, je n'ai rien avoué. Je vous renvoie simplement votre argument, vous disant que je n'ai pas été favorable à la suppression du juge d'instruction. Et pourquoi vous ne l'avez pas dit? Mais bien sûr que je l'ai dit, mais relisez ce que j'ai écrit. Alors, quelques questions d'actualité avec Gilles Leclerc. Juste, on va faire la transition question commune. Est-ce qu'un État irréprochable, ça doit aussi s'accompagner de changements dans le processus ou le mode de désignation, par exemple pour les magistrats, mais pas seulement pour les magistrats? Isabelle Guigou. D'abord, je pense qu'il faut modifier la composition et les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature. Actuellement, vous avez au Conseil supérieur de la magistrature des magistrats. Ils sont élus par les magistrats, très bien. Mais vous avez 6 personnalités qualifiées. Elles sont nommées par qui, depuis la révision constitutionnelle de 2008? Par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. C'est-à-dire qu'on a 6 personnalités qualifiées, nommées toutes par la majorité actuelle. Il faut commencer par dire que les personnalités qualifiées seront nommées par des organes indépendants, Cour des comptes, Conseil d'État, Conseil économique et social, et que leur nomination sera validée par les 3/5 des commissions des lois. Deuxièmement, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis conforme à toutes les nominations des magistrats du parquet, comme il le fait pour les magistrats du siège, et qu'on interdise enfin par la loi, ce que j'avais proposé d'ailleurs fait voter, jusqu'à ce que M. Chirac déconvoque le Congrès, interdise les instructions individuelles. Là, on aura justice indépendante. Ce n'est pas la peine d'aller imaginer des montages complexes avec je ne sais quoi, les procureurs généraux de la nation, etc. Alors, toute autre question, Hervé Morin, on vous a entendu ce week-end. Est-ce que vous souhaitez, et est-ce que vous allez nous dire si vous allez vous présenter ou pas au présidentiel? Ce n'est pas la question du jour, et ça ne sera pas la question à laquelle je répondrai aujourd'hui. Je voudrais simplement, puisqu'il nous reste très peu de temps, vous dire que parmi les propositions que je fais, une proposition extrêmement simple, parce que au-delà des oppositions classiques droite-gauche, je pense qu'entre Elisabeth Guigou et moi-même, il y a la même volonté de faire en sorte qu'on recrée un climat de confiance entre les Français et leur République et leur démocratie. Ça passera par une proposition, pour moi, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle, il y ait un référendum. Un référendum qui permette de pouvoir introduire toute une série de règles et de dispositions qui permettront d'améliorer notre fonctionnement démocratique. J'en ai évoqué quelques-unes de ces règles, les conflits d'intérêts entre le privé et la politique, la relation entre des fonctions dans des entreprises et la politique, la détention du capital des sociétés de presse, le cumul des mandats. Je pense qu'il est temps que nous allions vers un mandat unique parlementaire, la clarification des relations des collectivités locales. Bref, que nous ayons un référendum avec éventuellement quelques dispositions pénales renforçant les sanctions, que nous ayons un référendum au lendemain de l'élection présidentielle qui soit soumis aux Français. Qui d'autre que vous pourrait porter ces propositions au fond, puisqu'elles sont intéressantes? Donc ça veut dire que vous aurez envie de les proposer. Pour moi, je vous le dis, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, ça fera partie d'un contrat de législature pour celui dont j'appellerai à voter. Elisabeth Guigou, sur cette idée de référendum, vous trouvez ça nécessaire ou est-ce qu'il faut mettre ces propositions dans le programme? Depuis le début, Hervé Morin cherche à aligner comme ça des propositions toujours pour essayer d'éviter les vrais sujets. Le vrai sujet, c'est de savoir, par la loi, ce conflit sur les conflits d'intérêts. J'ai déposé devant la commission Sauvé. Il y a un rapport que M. Sauvé, président du Conseil d'État, a fait. Jusqu'à présent, le pouvoir actuel n'a pas saisi l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelles sont vos propositions pour améliorer la situation en matière de conflit d'intérêts aujourd'hui en France? En matière de conflit d'intérêts, je pense que d'abord, il faut interdire un mandat exécutif local avec... La fin du cumul des mandats. Non, mais la fin d'un cumul des mandats, on connaît, un mandat parlementaire unique. Deuxièmement, il faut interdire que les ministres puissent être maires ou président de conseil général ou président de région et avoir un quelconque mandat exécutif. Il faut interdire que les ministres puissent être en même temps trésoriers des partis politiques, comme on l'a vu avec M. Woerth. Il faut qu'on fasse en sorte, en effet, que
quand on est parlementaire, on ne puisse pas être avocat d'affaires, ni d'ailleurs être médecin dans des laboratoires pharmaceutiques. Il faut faire en sorte que on ne pantoufle pas directement, comme on l'a vu faire directement par plusieurs conseillers du président de la République, d'un poste de conseiller ministériel ou présidentiel dans des postes qui sont directement liés aux fonctions qu'on a évoquées. J'ai formulé une série de propositions. J'espère enfin que l'exécutif soumettra au Parlement l'ensemble des conclusions de la commission Sauvé et qu'on renforcera par la loi les incompatibilités parlementaires, parce que ça ne faisait pas partie de la mission de M. Sauvé. Par conséquent, il n'a pas formulé de proposition là-dessus. Vous voyez simplement, c'est qu'au-delà des effets de manche, j'ai exactement fait les mêmes propositions devant la commission Sauvé. Comme quoi, il y a la capacité sur des sujets comme celui-ci à avoir des majorités très larges, et qu'à mon sens, je pense notamment à la problématique du cumul des mandats, on ne le réglera que si on passe par le peuple. Parce que vous n'aurez jamais de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour aller vers ce genre de dispositif. Qu'est-ce que vous racontez? Mais oui, mais vous l'avez fait, vous. On l'a déjà, on a déjà restreint le cumul des mandats. C'est marrant. Et je dois faire observer que le Parti socialiste a déjà obtenu de tous nos candidats au sénatorial, l'élection a lieu dimanche prochain, qu'ils s'engagent par écrit à ne pas conserver, s'ils sont élus au Sénat, leur mandat de maire, de président de conseil général ou de président. Alors faites-en Merci Elisabeth Guigou, merci Hervé Morin. Voilà, ce sera le mot de la fin et à la semaine prochaine. Fin de cette émission, donc. Merci à Marie-Christine Thomas, notre réalisatrice, Mathieu Sarda, Amélie Stadelman et Olivier Dupré qui nous ont aidés à préparer cette émission. Et la semaine prochaine, le thème de notre débat, ce sera la crise qui doit payer. Nous recevrons Benoît Hamon, le porte-parole du PS. Face à lui, Charles Becbédé, membre de l'UMP et président de Poweo.